Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Oh là, vous avez une voix... Oui. Parce que notre invité a un conseil qui connaît tous les trucs. Notre invité, c'est Jérémy Combe, spécialiste des bonnes manières. Vous avez été l'assistant également de Bernadette Chirac. Exactement. Voilà. Et puis, on vous retrouve désormais sur KTO TV pour le quiz du Chrétien en marche. Alors, Ça laisse songeur, hein. Ça laisse songeur, mais c'est une émission qui fonctionne très très bien. Vous savez que vous n'étiez pas encore dans le studio. Oui. Que Jérémy a corrigé notre journaliste. Ah bon? Gilles. Ah, vous ne vouliez pas que je le dise? Non. Si, parce qu'il a dit quoi? Ce midi, non. À midi, on dit pas ce minuit, donc on dit pas ce midi. On va faire un livre ensemble parce que moi je reprends Gilles très souvent également sur des petites erreurs comme ça. Ça se dit pas, il va avoir une réunion avec les partis ce midi. Ah non, à midi. Puis d'abord on dit il va y avoir, pas il va avoir. Non, mais alors, c'est pas... Elle est dure, elle est dure. C'est terrible. Hein. Parce qu'il s'occupe des Miss France, faut le dire à nos Voilà, auditeurs. Jérémy est un homme multi-tâches et multi-compétences. Vous donnez des cours de bonne manière aux Miss France également. Je donne des tips, effectivement, Des tips. aux 30 prétendantes au titre de Miss France. Donc, Elles comprennent tout? elles comprennent tout. Gilles, qu'est-ce que vous voulez dire pour vous insinuer 30 jeunes filles qui représentent leur région, dont 4 ou 5 vont être mises dans la lumière, parce qu'il y a Miss France qui est Miss France, mais les 4 dauphines, quoi qu'il arrive, vont avoir un rôle. Et les 25 autres, quand elles rentrent chez elles, elles sont aussi, quoi qu'il arrive, Miss France. Parce qu'elles deviennent la figure emblématique de leur région. Mais vous leur apprenez quoi? À tenir le verre? Alors je leur explique tous les codes à table, parce que leur job, ça va être beaucoup d'heures à table, déjeuner ou dîner. Je leur donne aussi les expressions à ne pas dire, bon appétit, au plaisir, messieurs, dames. Et puis On dit surtout, pas bon à appétit. avoir l'art de la conversion, parce que... Ouais. C'est horrible, mais elles ont entre, on va dire, 18 ans et la moyenne, maintenant, on a, la barre est un peu plus haut, mais elles ont entre 18 et 26, 27, et il faut qu'elles aient du jour au lendemain un avis sur tout. Ouais. Donc, Non, mais c'est sympa de dire bon appétit. alors, ça part du fond du cœur, mais c'est comme si vous disiez à quelqu'un bonne digestion ou pire bon caca. Voilà. Ah bon, d'accord, Voilà. carrément. J'ai dit le mot qui Bon, on dit fâche. quoi alors? Bah, ça a l'air délicieux, allons-y. On fait une petite pirouette, mais on dit pas bon appétit. Bonne continuation. Alors ça, c'est le nouveau truc dans les restaurants, c'est bonne continuation. Ça fait pleurer mes oreilles aussi. Ouais. Mais en même temps, il faut aussi savoir que quand la personne vous dit bon appétit, ça vient quand même du fond du cœur. C'est plutôt Oui, gentil. voilà, c'est hein. plutôt gentil. Mais on va parler de tout cela dans un Ah oui, instant. on a de la matière. Avec vous, on a de la matière. Vous vous occupez également des relations publiques de magazine Beaux-Arts, avec un nouveau numéro. Il y a la foire d'art contemporain, le PAD, c'est le PAD, hein, c'est ça, Exactement. à Paris, qui commence la semaine prochaine. Là, en ce moment, oui. Voilà. Là. Et puis un livre également, Comment devenir artiste, très très bien fait, petit guide de conseils, très. Je vous en parlerai très parce que c'est conseil. vraiment Ouais, chouette. c'est bien J'ai fait. pris la direction de la communication du groupe Beaux-Arts et compagnie, dont le magazine Beaux-Arts, effectivement. Et vous avez un yacht? J'ai un yacht. Non, mais avec toutes ces activités. Mais je vais vous c'est ça. inviter, mon cher Gilles. Qu'est-ce que vous faites aux vacances de la Toussaint? Saint-Barth. Saint-Barth. Allez, on passe au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Et hier, la journaliste Caroline Fourest insistait sur le fait de ne pas tomber dans le piège du Hamas qui a basé sa stratégie sur la terreur. Comment peut-vous venir à l'idée d'aller tuer des enfants, les enlever, les violer en les filmant, l'envoyer à leurs parents, enfin des choses. Et comment on peut faire ça? Mais en réalité, c'est des mouvements qui sont assez... ils ont une vraie stratégie. Et le Hamas est l'émanation des frères musulmans. Je travaille depuis plusieurs années sur les frères musulmans, européens ou autres. Et je ne cesse d'être étonnée par leur capacité au cynisme. C'est-à-dire qu'ils ont toujours une branche qui pense l'horreur et qui se dit plus je vais aller dans l'horreur, plus je vais rendre fou mon adversaire. Et c'est ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Leur but, c'est que les démocraties perdent leurs nerfs et aillent le plus loin possible dans la riposte et dans la colère, parce qu'ensuite, la branche politique pourra capitaliser là-dessus et se faire passer pour des victimes. À voir si l'Israël tombera dans ce piège de la colère. La question que tout le monde se pose, et se posera d'ailleurs dans le futur, mais comment le Hamas a pu déjouer la sécurité et l'armée israélienne? Hier dans Quotidien sur TMC, Pierre Sergent, vous savez, l'expert en stratégie militaire. Servant. J'ai dit sergent, servant. Ouais, c'est parce que sergent armé, expert. Je suis un peu dyslexique aussi, expert en stratégie militaire, livrait son analyse. Sur
sur la faillite des services de renseignement, ce qui est très important par rapport à ce qui se passe dans la bande de Gaza, c'est le fait d'avoir à l'intérieur des agents, des indicateurs, des relais pour véritablement savoir qu'est-ce qui se passe. Or, depuis plusieurs années, il semblerait que les services de renseignement israéliens soient un peu sortis de cette logique. Trop de technologie. Trop de technologie. Il y a certainement trop de confiance donnée aux moyens techniques de recueil du renseignement par rapport au renseignement humain. Ça avait déjà été l'accusation qui avait été portée contre Tsahal en 2006 dans la guerre au sud Liban contre le Hezbollah. À l'époque, la presse israélienne avait parlé des généraux plasma. Les généraux israéliens formés par les Américains sur des écrans plasma et donc beaucoup trop dans des approches technologiques. Passé sur le terrain. Voilà. C'est intéressant comme théorie, les généraux plasma. Et puis les positions de la France insoumise ne cessent de faire scandale. Hier, dans cet avou, il y avait le président du CRIF qui y était invité. Il s'en est pris directement à Jean-Luc Mélenchon. Il est devenu un ennemi de la République à plusieurs titres. D'abord par ses positions sur une question aussi simple que le terrorisme du Hamas, très clairement, pour son clientélisme et ses complaisances avec l'islamisme à de nombreux moments, mais aussi pour une autre raison, c'est que je lui en veux personnellement de faire le jeu du Rassemblement national jusqu'à 2027. C'est ça qui est en train de se passer et c'est une attitude au fond profondément anti-républicaine. Il est prêt à sacrifier la République pour assurer sa gloire personnelle. Il y a quelque chose dans l'attitude de Jean-Luc Mélenchon qui me paraît extrêmement pervers de ce point de vue. Comment vous vivez tout ce conflit ? Je trouve que c'est catastrophique de voir à quel point l'homme peut devenir tout à coup son propre danger et attaquer comme ça, s'attaquer. Et puis là quand même, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas mon domaine, mais il y a un peu de lâcheté quand même. Le jour de l'attaque, c'est quand même un jour significatif pour le peuple juif. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Mais c'est au nom des religions, encore une fois. Je sais bien, on se bat toujours pour les religions, c'est quand même incroyable. On se bat encore au XXIe siècle pour les religions, parce que le Hamas est un mouvement religieux qui, on a vu hier le chef du Hamas dire qu'il voulait exterminer tous les juifs et tous les chrétiens pour faire dominer la religion musulmane, enfin l'islam. On en est là aujourd'hui. C'est catastrophique parce qu'il y a effectivement ce qui se passe sur le terrain, on va dire, mais il y a aussi tous nos amis que l'on a les uns et les autres en région, à Paris, qui souffrent tout autant, qui ont leur famille, qui savent pas comment réagir, qui ont plus leurs yeux. Mais vous qui êtes très religieux, on va parler d'une émission que vous faites sur KTO et la religion est importante pour vous. Comment on peut tuer au nom de la religion ? C'est-à-dire, comment on peut tuer et égorger et tuer des enfants et se dire religieux ? Ça, j'ai du mal à le comprendre, mon cher Gilles, mais l'homme... Enfin, les églises, quelles qu'elles soient, sont faites d'hommes avec leurs forces et leurs faiblesses, et on voit où ça peut aller. C'est le fanatisme. Il y a aussi, moi j'ai aussi une amie que l'on connaît peut-être autour de cette table, qui est intelligente et qui s'est fait enrôler il y a 20 ans dans une secte sans s'en rendre compte. Je crois que dans tous les mouvements religieux, malheureusement, il y a ceux qui portent la main et qui abusent d'autres sur leurs faiblesses, sur des personnes qui sont peut-être en recherche d'une voie, VOI, VOIE, et je trouve ça... Qui entendent des voix VOIX. Ça, voilà. Et dans ce monde, vous pensez qu'on peut pardonner ? Alors c'est un vrai travail. Pour le catholique pratiquant que je suis, le pardon est un travail de tous les jours parce que on a envie de pardonner justement à tous ces actes qui se passent, à tous ces événements. On a envie de pardonner malheureusement parfois des amis qu'on croyait des amis à la vie, à la mort. Moi je crois qu'on peut pardonner à partir du moment où on peut parler. C'est-à-dire que on pardonne. Moi j'arrive à pardonner si je comprends. Là malheureusement dans ce qui se passe. Sur la bande de Gaza, en Israël, pardon. Là, le pardon, il est quand même un peu compliqué. Je rentre d'un séjour au Maroc quand je vois les Marocains qui, au nom de leur religion, ils ont quand même vécu aussi. C'est quand même les plus pauvres qui ont subi le tremblement de terre et au nom de leur religion, Inch'Allah. Dieu a décidé. Enfin, c'est quand même incroyable de voir que le peuple marocain, qui n'a rien entre guillemets, pardonne. Donc, je crois que alors c'est très différent. Hein, on n'est pas dans des événements totalement différents. Mais en revanche, c'est une question. C'est soi avec soi. Moi, je trouve qu'il y
Il y a des événements et des attitudes qu'on peut pardonner instinctivement, j'ai envie de dire, et puis après ça demande un peu de travail et un peu de compréhension, et souvent d'incompréhension. Vous vous souvenez, Valérie, il y a une dizaine de jours, ça marche le thé, hein, vous avez vu, ma voix revient. Oui. J'ai pris un peu de thé sur vos conseils. On vous parlait ici du homejacking de l'animateur Bruno Guillon et de sa femme et de son fils qui se sont fait ligoter. Lui-même a eu une arme sur la tempe. Et vous avez vu l'information d'hier. Les 2 personnes, enfin ils sont 4, mais en tout cas les deux premières personnes. 2 suspects ont été interpellés. Et ils avaient 16 ans. On m'a donné le profil des ravisseurs. Ils auraient 16 ans. Oui. Ils ont été interpellés mercredi vers 17h sur la voie publique à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Ils sont déjà connus de la justice, notamment pour des faits d'extorsion, de violence ou encore de vol avec effraction. Très défavorable. Déjà à 16 ans, Alors ce qu'ils risquent, cela peut aller de 5 ans de prison à la réclusion criminelle à perpétuité. Oui, parce qu'il y a des facteurs extrêmement aggravants. Il y a séquestration, même s'il y a libération avant les 7 jours. Séquestration avec un mineur en réunion et séquestration avec des ordres donnés pour exiger un butin. Donc ça fait 3 facteurs aggravants. Effectivement, ils risquent la perpétuité et même s'il y avait l'excuse de minorité, ça pourrait faire 20 ans de prison éventuellement, Cyril. Donc il risque très très gros. Et donc, c'est hallucinant. Le profil était incroyable. Hier, touche pas à mon poste. Donc, ce qu'on a entendu avait fait vraiment le tour de la question. Ça faisait froid dans le dos. Pascal Obispo fait une tournée des médias pour la promotion de son show, qui reprend tout comme je pense qu'il a un petit peu besoin d'argent, il reprend tous les tubes qu'il a écrits pour lui, mais aussi pour les autres. Hier, il a chanté en live dans C'est à vous, Comment s'aimer. C'est une chanson de circonstance. J'ai bien aimé comment on s'aimait. Chaque jour était un jour de chance. Et Jérémy chante aussi. C'est pas moi, je suis un jukebox. Voilà. Musique française. Vous aimez Pascal Obispo? Non, elle n'aime rien. Non, si, mais je sais pas, je déteste pas. Je déteste pas, mais je l'ai pas sur ma playlist. Un jour, je fouillerai votre téléphone. Oui, voilà. J'aurai des surprises. Vous aurez des surprises. Non. Il y a Patrick Sébastien que j'aime bien, qui me fait danser et qui donne la pêche. Allez, on se retrouve dans un instant avec Jérémy Combe, spécialiste des bonnes manières. Donc, vous nous parlerez des Miss France, à qui vous enseignez les bonnes manières, et puis également de cette émission sur KTO TV, QCM, quiz du chrétien en marche. C'est politique en marche. Un peu. Ça pourrait l'être. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Jérémy Combe. Alors, Jérémy Combe, vous l'avez certainement vu, vous vous en souvenez, dans Union Libre, aux côtés de Christine Bravo. Ah non, ça s'appelait... moi, c'était pas Union Libre, c'était Douce France. Douce France. C'était après Union Libre. Après l'Europe, c'était l'émission sur la France. C'est vrai, vous avez raison. On avait la même école. Autant pour moi. Vous n'étiez pas dans Faux. Non, mais vous étiez avec Christine Bravo. Absolument. Et donc, c'était effectivement Douce France. Depuis, vous avez fait votre petit chemin. Exactement. Vous êtes un spécialiste des bonnes manières. Vous êtes aux côtés des Miss France chaque année pour leur apprendre quelques rudiments, pour se débrouiller dans les dîners en ville. Et puis, désormais, on vous retrouve sur KTO tous les samedis à 19h30 pour QCM, le quiz du chrétien en marche. Vous êtes un catholique pratiquant et c'est pour ça qu'on est venu vers vous pour vous proposer cette émission. Je pense que ça a été un argument, effectivement, mais c'est surtout que j'avais déjà été, entre guillemets, casté pour une autre émission il y a 2 ans. Ça ne s'est pas fait, et là ils m'ont appelé au printemps en me disant on a quelque chose à vous proposer ou à te proposer, et moi je marche au coup de cœur. Et c'est vrai que cette émission, pour que les auditeurs comprennent, parce que beaucoup ne doivent pas la regarder encore, c'est un peu le question pour un champion du catho. Donc les questions, c'est exactement la même mécanique de jeu. Les questions portent sur la foi, la religion ou les religions, mais quand même la religion catho. Et c'est ce que je trouve génial dans cette émission, c'est que c'est pas du tout des magots, parce que les questions sont pas simples du tout. Non. Je suis content d'avoir les réponses. Même vous. Ah bah oui. Ouais. C'est très technique. Et ils les ont, vos candidats, c'est vraiment des champions, justement. Vraiment des champions. Ouais. Celui qui a gagné au mois de septembre. Donc j'ai tourné les émissions de septembre, au mois de juin. Donc c'était ma première session, 4 émissions. Et bien le gagnant du mois de septembre est un jeune de 18 ans. Quand je l'ai vu arriver en Bermuda et en t-shirt, je me suis dit alors toi.
poum, il a gagné. Il connaissait quasiment tout sur tout. Il faut quand même lire la Bible, entre guillemets, ou s'intéresser à sa foi d'une façon un peu plus que d'aller à l'église tous les dimanches. Un exemple de question. Mais ça, j'en ai pas sous la main malheureusement, mais c'est Saint-Pierre, c'est sur les saints énormément, sur les apôtres, mais les trois propositions que je donne sont vraiment à la marge. À la marge, vous voyez, donc c'est quand même très, c'est très. Gilles a des questions ? Non, j'aurais dû. Oui. Comment vous êtes improvisé animateur ? Parce que c'est un métier quand même. Bah, c'est vrai que je suis passé de chroniqueur quand même dans de nombreuses émissions. Oui, vous avez été aussi sur France 3. J'ai été avec Laurent Boyer dans Midi en France. J'ai été chroniqueur chez Faustine Bollard sur M6, enfin dans beaucoup quand même d'émissions. La seule fois où j'ai co-présenté, c'était le mariage de Harry et Meghan pour W9 à l'époque. Quand ils se sont mariés, j'ai présenté le Prime et j'avais aimé cet exercice. Et là, écoutez, présenter un jeu, c'est nouveau. C'est vrai que c'est un nouvel exercice, mais maintenant que j'ai compris la mécanique, ça fonctionne bien. Et ce qui m'intéresse, c'est un peu comme avec Mes Bonnes Manières, c'est de transmettre. Et là, alors c'est pas moi qui invente les questions, hein, mais il y a quand même de la transmission. Et puis les joueurs, enfin les candidats qui viennent, sont à fond, quoi. Donc ça, c'est génial. Alors qui sont ces candidats justement ? Ils sont nombreux à être candidats, à vouloir faire le jeu. Oui, parce que vous voyez, j'ai quand même 3 candidats par émission. On enregistre 4 émissions en une journée. C'est-à-dire 12 candidats. Ce sont des personnes qui regardent l'émission. Parfois, ils sont cooptés par d'autres. Et puis moi, j'espère que j'apporte mon souffle, un souffle nouveau. C'est-à-dire que j'essaie d'apporter un petit peu de ma personnalité. C'est-à-dire qu'on peut parler de choses sérieuses en étant un peu rigolo et un peu en apportant de la joie. Il gagne un missel et un voyage au Vatican. Je vous sens moqueur. Non, pas du tout. Il gagne effectivement, première manche, des encyclopédies, des livres. Ah bah vous voyez. Voilà. La deuxième manche, ça peut faire sourire, mais des médailles qui peuvent aller faire sur mesure, entre guillemets. Le prix d'une médaille, pardon, si jamais vous avez un baptême, une communion, c'est un coût. Donc pour certains candidats, c'est aussi une économie. Et puis celui qui gagne à la fin du mois, il gagne un voyage à Rome. Ah bah vous voyez. Voilà. Vous avez dit que j'étais ironique, mais je suis un peu producteur. Et rencontre avec le pape ou pas encore? Non, pas encore. Ça, c'est pour la finale des champions. Ça, ce sera la grande finale des champions. La grande finale. Non, mais c'est vrai que ce serait chouette. Parce que moi, j'ai déjà rencontré deux papes. Oui, j'ai rencontré 2 papes, Jean-Paul II et le précédent pape. Oui. Et quand on croit rencontrer le pape, c'est pas anodin. Oui. Je l'ai rencontré une fois quand vous en avez parlé tout à l'heure, quand j'étais aux côtés de Bernadette Chirac. Enfin, j'ai rencontré 3 fois d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est pas, ça fait partie des rencontres. Oui, des rencontres. Et celui-ci, non, vous n'avez pas eu l'occasion de le. Non. Est-ce que lorsqu'on rencontre le pape, on peut vraiment lui dire tout ce qu'on a envie de dire? Est-ce qu'on n'est pas bloqué par le fait de voir sa personnalité? Finalement, on dit que des banalités, et on est là que. C'est-à-dire qu'on a un temps, voilà. Puis on a un temps imparti, donc il faut déjà bien préparer son intervention. Vous pouvez rencontrer le pape sans avoir l'autorisation de lui parler. Enfin, vous voyez, dans ceux qui le rencontrent, il y a ceux qui peuvent parler à sa sainteté. Et puis, et si jamais vous avez la chance de pouvoir avoir un échange avec lui, il faut quand même le préparer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire une conversation de bistrot. Il faut aller droit au but avec 1 ou 2 questions et il vous donne 1 ou 2 réponses. Alors, un auditeur vous demande si, à part le jour du Seigneur ou la religion, ou l'histoire des religions, a-t-elle sa place sur les grandes chaînes? Et est-ce qu'on vous a déjà proposé d'animer une émission sur une grande chaîne autour de la religion? Est-ce qu'il faudrait le faire? Alors, on m'a jamais proposé une émission. C'est vrai que David Milia, qui est un de mes camarades, présente le Jour du Seigneur et je trouve qu'il le fait assez bien parce qu'il a apporté aussi un vent un peu nouveau et on peut parler de religion sans être coincé, entre guillemets. Je déteste cette expression, mais c'est quand même l'image que l'on a. Et après, il y a C8 pendant un moment qui a eu avec le père de la Morandais. Il y avait 3 religions représentées. C'est vrai que c'est quand même encore à la marge parce que on en parlait tout à l'heure. La religion fait un peu peur. Hein, vous avez vu. Enfin, on revient dans l'actualité là pour le coup. Qu'est-ce que vous pensez on en avait parlé, on a reçu récemment le producteur du Jour du Seigneur. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, des nouveaux prêtres ou curés TikTokers et qui utilisent les réseaux sociaux? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça permet de banaliser, de vulgariser, on va dire, la religion? Moi, je suis à partir du moment où moi je trouve que c'est chouette. C'est chouette à partir du moment, c'est comme tout, faut pas de débordement, faut pas pousser à l'extrême toutes les interventions. Mais je trouve que les prêtres, si jamais on leur reproche toujours d'être dans leur presbytère, loin des considérations de la vie de tous les jours. Ils prouvent aussi qu'ils sont dans la vie. Pourquoi un prêtre n'aurait pas le droit d'être sur TikTok à partir du moment où, entre guillemets, il fait son job?
Moi, quand regardez aujourd'hui, les chefs font énormément de TikTok. À partir du moment où un chef parle de bouffe, moi ça me va. Vous voyez, je trouve qu'il faut chacun reste dans son domaine, avec les limites. Exactement. Ouais. Après, si on les invite dans une émission de débat. Ok, on a le droit d'avoir un avis sur tout, mais je trouve qu'un prêtre, il va parler de religion et chacun doit parler un peu de son petit son chemin, quoi, enfin de son jardin, quoi. Est-ce que dans votre vie privée ou personnelle, puisque vous êtes ouvertement religieux, vous n'avez pas l'impression que des gens pensent que vous êtes une bigote ou des choses comme ça? Est-ce que l'image a changé là-dessus? Un bigot. Oui, monsieur. Non, mais j'ai l'expression d'une bigote. Bah si. Alors, je pense que quand on me connaît pas, on se dit oh là, il doit être triste. Et quand on me connaît, au dessert, je suis sur la table en train de danser une chanson sur Claude François, moi. Hein. Et ça, en revanche, c'est l'image que j'ai vraiment envie. On peut être un croyant pratiquant joyeux. J'ai souvent des sujets en me disant mais comment tu peux être ce soir chez nous à danser un rock jusqu'à 2h du matin et demain matin à la messe? Où est le problème? C'est-à-dire que la foi, on peut avoir la foi et pratiquer sans être triste. Vous voyez, ça c'est encore un cliché, mais effectivement, et c'est pour ça que quand vous me posez la question de savoir si un prêtre sur TikTok, ça me choque pas. L'Église, elle est faite, je l'ai dit aussi tout à l'heure, elle est faite d'hommes, donc avec des gens tristes, des gens joyeux, des gens pessimistes, des gens optimistes. Moi, je combats les extrémistes. Vous dites d'hommes et de femmes. Il faudrait plus de femmes. Je mets homme avec un grand H. Oui, il faudrait plus de femmes aussi. Alors ça c'est un autre débat sur lequel souvent je suis d'accord avec personne. Moi on en reparlera une autre fois, mais oui, surtout que c'est l'heure de la pub. Sauvé par le gong. Avec vous, on va revenir sur. Je voudrais bien que vous nous parliez du prince Charles, du roi Charles, et de l'accueil et du dîner sur la table et tout ça. Et puis on va parler de Beaux-Arts, on va parler de plein de choses avec vous, des Miss France dans un instant. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman, Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec notre invité Jérémy Combe, spécialiste des bonnes manières, ancienne assistante Bernadette Chirac. Vous allez nous dire si vous êtes allé voir le film et puis on vous retrouve, non pas Bernadette Chirac, on vous retrouve Jérémy Combe tous les samedis à 19h30 pour le QCM, le quiz du Chrétien en marche. On va parler également de votre activité de directeur de la communication du groupe Beaux-Arts. On avait reçu le directeur de la rédaction pour une émission absolument passionnante. Je vous lis, Stéphane nous dit le confessionnal est le premier réseau social sans fil. C'est vrai, il a raison. C'est drôle, mais c'est vrai. C'est assez juste. Bernadette Chirac, vous êtes allée voir le film Bernadette? Je suis allé voir le film Bernadette. Évidemment, j'ai des projections, parce que j'ai passé 7 ans à ses côtés comme collaborateur, énormément à la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, et puis aussi 7 ou 8 ans, il y a forcément des liens qui se créent. Alors, moi, je trouve que Catherine Deneuve incarne vraiment hyper bien Bernadette. Chirac, pardon. Et en revanche, on peut pas. C'est normal qu'un film comme ça soit un peu caricatural. Je trouve que le rôle de Jacques Chirac est un peu en deçà de ce que Jacques Chirac était dans la vie, c'est-à-dire truculent. Mais sur Bernadette Chirac, ça correspond à une réalité que vous avez connue? Une femme qui dirige, une femme de poigne, une femme qui est aussi très drôle. Donc on le voit. Qui c'est peut-être pas assez marqué, ça je trouve, dans le film. Drôle ou cynique? Les deux. Elle avait beaucoup d'humour. Je pense que Madame Chirac, elle a parce qu'elle est toujours vivante. Oui, mais je parlais à l'époque de ses fonctions à la tête de la France quand même, parce que ça c'est aussi un autre rôle. Enfin, c'est une discussion que j'ai eue sur une autre radio la semaine dernière. C'est le rôle de la femme du président de la République. Elle avait beaucoup de choses dans la tête. Elle avait malheureusement, elle portait Laurence, sa fille, qui était malade. Donc ça crée aussi une personnalité. Elle avait décidé de ne pas se laisser monter sur les pieds, de ne pas se laisser emmerder. En revanche, c'était une femme aussi de terrain. Moi, je l'ai vue vraiment pendant 8 ans. Sur les pièces jaunes. Sur les pièces jaunes, les mains dans le cambouis. Et c'était pas juste une femme au palais de l'Élysée, dans les dorures de l'État. Vous avez de ces nouvelles aujourd'hui? Peu. Vraiment très peu. Parce qu'elle est très protégée. Très protégée, très retirée. Très retirée. On le disait, vous avez énormément d'activités. Le groupe Beaux-Arts vous a demandé d'assurer sa communication avec ce numéro qui vient de paraître autour du PAD, et puis un petit livre qui est très très amusant et très intéressant pour ceux qui veulent devenir artistes. Exactement. Comment devenir artiste? Pardon, c'est Jerry Saltz qui a... Ce livre est sorti aux États-Unis, énorme succès, et Beaux-Arts en a racheté les droits, et Beaux-Arts Éditions l'a sorti en français, traduction. C'est 63
petit chapitre, je crois que vous l'avez oui, lu. je l'ai sous les mains. Entraînez-vous, perdez-vous, exactement, plus que bifurquer. C'est-à-dire que c'est tout ce que tous les artistes, on a tous un artiste qui sommeille en nous, et c'est plus, moi j'appelle ça un livre pratiquement de bien-être et de réalisation on de n'a soi. pas tous du talent, hein. La première règle, c'est le talent. Quand oui, même, mais on a le droit d'être artiste dans sa cuisine, Gilles. Ah oui. Et du coup, c'est un peu oser. Faites, découvrez-vous, et donc et ce livre c'est un petit peu une cure de jouvence. Moi d'abord je trouve que il est très joli, il est très beau, rose et orange. Ouais. C'est on est loin de Noël, mais déjà les vitrines commencent à s'enguirlander. Et bien c'est un très joli petit cadeau de Noël à offrir aussi à des adolescents. Exactement. Qui se cherchent un petit peu, qui ont envie de devenir artistes. On a tous une période de l'adolescence. C'est vrai, on se cherche et c'est vrai que il y a des conseils très très justes. Travailler. Exactement. Le chapitre 39, c'est un peu de courage. Ouais. Le courage ne se mesure pas. Chacun d'entre nous fait des choses dans sa vie et son travail. Et parfois, on se rend pas compte qu'on fait des actes courageux. Donc c'est comment devenir artiste. Beaux-Arts Éditions, ça se trouve dans toutes les librairies. C'est Jerry Saltz. C'est un type formidable parce que Jerry Saltz, il est peu connu en France, mais il est quand même. Il a eu en 2008, il a reçu le prix Pulitzer. Ouais. Ah oui. C'est un critique d'art hyper reconnu et connu aux États-Unis. Il donne des cours à l'université de Harvard. Il est au MoMA. Enfin, vous voyez, c'est vraiment un très chouette petit recueil qui est facile à offrir et surtout très facile à lire. Oui. Alors Stéphane, fidèle auditeur et presque co-animateur puisqu'il nous envoie beaucoup de questions, me dit le talent se travaille et il n'est pas inné. Effectivement, j'avais cru qu'il avait dit l'inverse, mais oui, il a raison. Il faut travailler. Il faut travailler. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Donc on peut avoir. Alors, il y en a qui, Gilles est dubitatif. Je suis assez d'accord. Parfois. Oui, je pense à Picasso. Je pense à des gens comme ça. Il a travaillé, Picasso. Il a produit quand même beaucoup de talent à la base. Oui, voilà. oui. Non, mais il y a du talent. Tout le monde ne sait pas faire. Oui, mais par exemple, c'est de la même manière que pour les gens qui écrivent. Il y a énormément de travail. Le livre ne s'écrit pas d'une seule traite. Il y a du travail. Exactement. On peut écrire facilement, mais si jamais on veut faire un vrai bouquin. Céline Dion, hein, elle travaille beaucoup. Oui, mais les auteurs font des recherches quand même. On n'écrit pas un polar sans aller documenter. Non, je sais que vous savez. Et puis Beaux-Arts, donc Beaux-Arts Magazine, qui est un magazine autour de l'art contemporain, la photo, avec un guide, qui est un livre qui est très bien fait, franchement. C'est-à-dire que Beaux-Arts est le premier média de l'art et de la culture en Europe. C'est quand même 72 000 72 000 lecteurs, magazines par mois. Ah oui. C'est une vraie. Il y a des néophytes, mais il y a aussi des vrais connaisseurs qui lisent Beaux-Arts. Et on fête nos 40 ans là cette année, au mois de novembre. Il y a très peu aujourd'hui de magazines papier. Bien sûr, qui ont cette longévité. Mais ce qui est réussi, et ce que j'avais dit à Fabrice Bousteau, c'est que c'est accessible à tout le monde. C'est-à-dire aux néophytes qui ont envie de découvrir. Exactement. Et à celui qui connaît. C'est-à-dire que Fabrice est un directeur de la rédaction qui est très pointu, qui écrit, et il sait de quoi il parle, mais surtout avec ses équipes, c'est un magazine que l'on peut lire à tous les âges et qu'on n'aime pas l'art entre guillemets. Et il y a aussi de l'art contemporain, il y a des sujets beaucoup plus classiques et c'est vraiment moi je connaissais très bien ce magazine mais maintenant je le connais mieux parce que j'y travaille et je trouve que c'est une vraie performance, une performance mensuelle, faut quand même le souligner parce que parler d'art tous les mois c'est un magazine qui est quand même assez conséquent. Il faut quand même être bon tous les mois, c'est pas si simple. La bonne matière. Exactement. Alors moi je voudrais qu'on parle, Gilles, des bonnes manières. Entre autres, on va parler du roi Charles III. J'ai du mal à m'y faire. C'est pas ringard les bonnes manières. Est-ce que parce que je voyais quand on parlait au début on dit pas bon appétit, les auditeurs me disent oui mais la langue elle évolue. Donc est-ce que les bonnes manières ça a du sens aujourd'hui et qui a les codes et qui peut les reconnaître? Alors, ça, je comprends qu'on puisse penser que ce soit désuet. Pourquoi les codes existent? Parce que ça permet à nous trois, autour de cette table, on est nés dans des milieux différents, on a des religions différentes, des vies différentes. S'il n'y avait pas de code, ce serait l'anarchie. Déjà, quand on en a, c'est le bordel, hein, on va pas se mentir. Ouais. Donc pourquoi il y a des codes? C'est aussi parce que, et heureusement, l'ascenseur social existe. Quelqu'un qui ne les a pas, mais qui a très bien travaillé, qui est diplômé, va arriver dans des cabinets d'avocats, par exemple. Moi, je donne des cours dans des gros cabinets d'avocats, mais je peux vous assurer qu'il y a des personnes qui me disent ça fait 10 ans que je suis associé et grâce à vous, je vais plus faire ça parce que je
savais, comme j'étais montré du doigt. Quand vous cherchez quelque chose, où aller en vacances à pas cher, vous allez sur Google. Comment vous faites une recherche, comment me tenir à table? Ça fonctionne pas. Donc les codes, on en fait. Et c'est toujours qui peut le plus, peut le moins. Hein. Donc quand on sait ce qu'il faut faire, on peut s'autoriser à ne pas le faire. Et moi je dis toujours que ça allège beaucoup de sacs à dos. Des jeunes qui arrivent dans des entreprises qui se présentent mal, qui vont s'asseoir avant qu'on leur dise, vous allez me dire, on peut s'asseoir avant que quelqu'un vous dise, bah ouais, mais il y a des patrons pour lesquels c'est encore important, et heureusement. Donc si ça peut être excluant, bah autant mettre les billes de son côté pour que ça ne le soit pas. Et à table, on est hyper stigmatisé à table. Tout ce que l'on en est autour de cette table ou dans ce studio, on a tous dit, t'as vu Spook à table, en riant, mais n'empêche que ça laisse toujours. Coco Chanel avait repris une phrase. Les choses avaient évolué. On a les Friday Wear qui sont maintenant presque tous les jours. On met plus de costumes. Oui, mais on n'est pas obligé d'être en costume pour être smart, entre guillemets. En revanche, c'est la façon dont on le porte, c'est la façon dont on se tient, l'attitude. C'est ce que ce que j'explique. Oser les bonnes manières. Vous avez publié ce livre. J'ai commis ça, ouais. Voilà. Mais ce que vous expliquez au Miss France, oui, c'est une question d'attitude. C'est une question d'attitude. On peut être grossier sans être vulgaire. En revanche, l'inverse, c'est pas forcément vrai. J'ai vu que vous étiez très chafouin sur le dîner du. Je savais que vous alliez en parler. Ouais, de Roi Charles. Du Roi Charles. À Versailles. Où c'était, pour vous, toutes les bonnes manières n'étaient plus là. Alors. La visite du roi Charles et de la reine Camilla. Qu'est-ce qui s'est passé à ce repas? Je pense que déjà il y a eu une volonté de prouver que c'était un peu plus décontracté que quand c'était la reine Elisabeth. On a bien vu que le couple présidentiel était très tactile quand même avec le roi et la reine, alors que normalement on se serait pas autorisé à toucher la reine, sauf Jacques Chirac à l'époque, qui avait commis un impair, mais c'était bien passé parce que c'était lui. Les codes à table, moi si vous voulez, moi je trouve qu'on peut entre copains transgresser. L'image de la France, c'est quand même une visite royale comme celle-ci, une visite d'État à Versailles. On joue le jeu, quoi. Moi, je trouve que on devait respecter certains. Qu'est-ce qui allait pas? La serviette était mal placée parce que c'était un dîner, les couverts étaient plutôt à l'anglaise. Alors vous allez me dire, mais on était en France. C'est quoi l'anglaise? C'est-à-dire que les dents des fourchettes regardent vers le ciel, alors qu'à la française c'est sur la nappe, parce que les armoiries sont de chaque côté du manche de la fourchette, suivant qu'on soit en France ou en Angleterre. Alors vous allez me dire, les auditeurs vont dire, mais Pouille, il est malade lui. Ouais. Mais n'empêche que pour beaucoup, c'est encore important. Et moi, je peux vous assurer que depuis qu'on a été confinés, je n'ai jamais autant travaillé et on m'a jamais autant sollicité, parce que finalement, qu'est-ce qui nous fait vivre quand même, et c'est notre ADN, et notre ADN en France, on est réputé pour l'art de la table, la mode, la haute couture, etc., etc. Donc c'est un art de vivre à la française quand même. Alors 2 réactions. Aude nous dit, Macron n'a pas à toucher le roi et la reine. Merci, ça a Aude. été beaucoup commenté. Et Stéphane veut savoir s'il y a des bonnes manières 2.0. Oui, il y a toutes les nouvelles bonnes manières. On n'envoie pas un mail à 1h du matin. Exactement. SMS, il y a des heures pour lesquelles on n'envoie pas de mail, ou alors il faut vraiment que ce soit une urgence. On pose pas son téléphone sur la table à un déjeuner ou un dîner. Bien sûr. Bien sûr. Mais il faut l'éteindre, son portable. C'est-à-dire qu'on le met en vibreur ou en silencieux, ou alors on est médecin, on a un enfant malade, on peut aussi dire à quelqu'un, je déjeune avec toi aujourd'hui ou avec vous, plutôt que d'annuler, mais je serai obligé de prendre une conversion parce que j'attends quelque chose d'important pour mon business. Ouais. Mais il faut. Donc il y a des bonnes manières. C'est peut-être une idée de livre d'ailleurs. Les bonnes manières. C'est une très bonne question de notre auditeur, je trouve. 2.0. Et l'autre chose qui vous hérisse le poil, c'est on ne tartine pas le beurre. On ne tartine pas. Alors, on prend un morceau de pain, un morceau de croissant, et on prend un petit morceau de beurre. On ne se fait pas une tartine et on croque pas dedans. Pourquoi? Mais parce que ça, vous pouvez faire tout seul chez vous dans votre cuisine, Gilles. Mais quand on est en public ou dans un restaurant, on ne se goinfre pas, on prend parcimonieusement la nourriture. Voilà. C'est dit, voilà. On peut lire votre livre, Oser les bonnes manières, qui est paru en poche. Exactement, il est sorti en poche aux éditions Michel Lafon. Aux éditions Michel Lafon. Et puis, vous retrouvez sur KTO, si on veut tout apprendre de la religion catholique, à 19h30, c'est le samedi, le QCM, le quiz du chrétien en marche. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Voilà. Qu'on se retrouvera ici. J'adore venir vous voir. Merci de votre accueil. C'est toujours génial de venir sur Sud Radio. Proposer une émission sur les bonnes manières. Ça, j'aimerais bien. Merci à vous. On recevra Guillaume Durand. Très bien. À demain, Gilles. Merci, Jérémy Combe. Merci à vous. On commente l'actualité dans un instant. À suivre.